Deuxième partie. Chapitre 9. Où s'achève l'incroyable bataille qui opposa le courageux Biscayen et le vaillant chevalier de la Manche. Nous avions laissé dans la première partie de cette histoire le valeureux Biscayen et l'illustre Don Quichotte, les épées hautes et nues. Chacun s'apprêtait à assommer l'autre un terrible coup de taille qui, s'il atteignait son but, allait pour le moins fendre l'adversaire du haut en bas et l'ouvrir comme une grenade. Le récit s'était alors interrompu, tronquant cet épisode si plaisant à un moment décisif, et l'auteur ne disait pas où l'on pourrait en trouver la suite. Cela me chagrina beaucoup, et le contentement que j'avais eu à lire ces quelques pages se changea en mécontentement, quand je songeais aux faibles chances que j'avais de retrouver les nombreux feuillets qui, selon moi, devaient compléter cette agréable histoire. Il me paraissait en effet impossible et contraire aux usages qu'aucun savant ne se fût chargé d'écrire les prouesses inouïes de Don Quichotte, ce qui n'avait été le cas pour aucun des chevaliers errants, qui, comme le dit la chanson, cherchant les aventures vont. Il se présentait toujours, à point nommé, au moins un ou deux de ces savants, pour raconter par le menu non seulement leurs exploits, mais aussi leurs moindres caprices et leurs pensées les plus secrètes. Pourquoi un si parfait chevalier aurait-il privé de ce plaisir, Pourquoi un si parfait chevalier aurait-il été privé de ce que Platir ou d'autres, ni plus ni moins braves que lui, avaient eu de reste? Non, je ne pouvais croire qu'une si belle histoire pût rester ainsi estropiée. Et j'en attribuais la faute aux méfaits du temps, qui dévore et consume toutes choses, et qui tenait ses aventures bien cachées, s'il ne les avait pas détruites. Il me semblait d'autre part que si parmi les livres de Don Quichotte, on en trouvait d'aussi récents que Remède à la jalousie et Nymphe et berger de Hénarès, son histoire ne pouvait être bien ancienne, et que même s'il n'était pas écrite, les gens de son village et des environs devaient l'avoir gardée en mémoire. Je n'en étais que plus impatient et désireux de connaître d'un bout à l'autre la vie des prodiges de notre illustre espagnol Don Quichotte de la Manche. Lumière et miroir des chevaliers errants de son pays. Le premier qui, en cette dure époque où nous vivons, avait choisi de consacrer sa vie à venger les offenses, à secourir les veuves, à protéger les jeunes filles, je veux parler de celles d'antan, qui s'en allaient par monts et par vaux, sur leur parle froid, avec un fouet et une virginité de toute épreuve. Certains de ces demoiselles, à moins d'avoir été forcés par un félon, ou par un maran armé d'une hache, ou par un monstrueux géant, arrivaient à 80 ans sans avoir jamais dormi sous un toit, et entraient dans la tombe aussi entière qu'au jour de leur naissance. Je pense donc que pour ces raisons et bien d'autres encore, notre illustre Don Quichotte est à jamais digne de plus grandes louanges, et que d'ailleurs, moi aussi, j'y ai droit, pour la peine que j'ai prise et le zèle que j'ai mis à retrouver la fin de cette grande histoire. Je reconnais cependant que si le ciel, le hasard et ma bonne fortune ne m'avaient pas aidé, le monde aurait été privé d'un agréable passe-temps et du plaisir que pourra goûter pendant près de 2 heures quiconque la lira avec attention. Voici donc de quelle manière je finis par la découvrir. J'étais un jour dans la rue des Merciers, à Tolède, quand arriva un jeune garçon qui venait vendre de vieux cahiers à un marchand de soie. Comme j'aime beaucoup lire, même les bouts de papier que je trouve dans la rue, je me laissai aller à mon penchant et pris un des cahiers que le garçon s'apprêtait à vendre. Voyant qu'il était écrit en caractères arabes, que j'étais capable de reconnaître, mais non de déchiffrer,
Je me mis aussitôt en quête d'un morisque parlant dans notre langue, qui pût les lire pour moi. Je trouvai sans peine mon interprète. Si j'en avais cherché un pour une autre langue, plus ancienne et plus sainte, je l'aurais trouvé tout aussi facilement. J'expliquai donc que je voulais au premier que le hasard plaça sur mon chemin, et lui remit le livre. Il l'ouvrit vers le milieu, et à peine avait-il lu quelques lignes qu'il éclata de rire. Je lui demandai de quoi il riait. Il me répondit que c'était d'une note écrite en marge. Voici ce qui est écrit, dit-il, sans cesser de rire. Il paraît que cette Dulcinée du Toboso, dont il est si souvent question dans notre histoire, n'avait pas sa pareille dans toute la Manche pour saler le cochon. Au nom de Dulcinée du Toboso, je restais frappé de stupeur, et je soupçonnai aussitôt que ces cahiers contenaient l'histoire de Don Quichotte. Je le pressai donc de lire à partir du début, et le morisque traduisait aussitôt de l'arabe en castillan, me donna le titre Histoire de Don Quichotte de la Manche, écrite par Sidi Ahmed Benengeli, historien arabe. Je parvins à grande peine à dissimuler ma jubilation. Devançant le marchand de soie, je donnai au garçon un demi-réal en échange de tous ses cahiers, mais il était assez malin pour deviner à quel point j'en avais envie. Il aurait pu me demander plus de 6 réaux et les obtenir. J'entraînai aussitôt le morisque dans le cloître de la cathédrale et le priai de me traduire tous les cahiers qui parlaient de Don Quichotte, sans rien ajouter ni retrancher, en lui offrant d'avance le prix qu'il voulait. Il se contenta de 50 livres de raisins secs et de 10 grands boisseaux de blé. Il me promit qu'en échange il les traduirait fidèlement et aussi vite que possible. Pour plus de sûreté, car je ne voulais pas laisser échapper pareille trouvaille, je l'emmenai chez moi, où, en l'espace de quelques 6 semaines, il me traduisit toute l'histoire, telle que je la rapporte ici. Dans le premier cahier, il pouvait voir peinte au naturel la bataille de Don Quichotte avec le Biscayen, tous deux dans la posture où nous les avons laissés. L'épée haute, l'un couvert de son écu et l'autre de son coussin. La mule du Biscayen avait été si bien prise sur le vif que l'on reconnaissait la bête de l'orange à une portée d'arbalète. Au pied du Biscayen était écrit Don Sancho de Azpeitia. Ce devait être son nom. Et au pied de Rocinante, Don Quichotte, Rocinante était merveilleusement représenté. Longue, raide, maigre, desséchée, l'épine dorsale saillante, et si désespérément éthique qu'il était manifeste que son nom lui allait comme un gant. Près de lui se trouvait Sancho Panza, tenant son âne par le licol, avec une inscription en dessous qui disait Sancho Échalas, ces surnoms de Panza et d'Échalas qu'on lui donne parfois au cours de cette histoire. Lui venait sans doute comme le montrait la peinture de son gros ventre, de sa taille courte et de ses jambes grêles. Il y aurait bien d'autres détails à relever, mais ils sont de peu d'importance et n'ajouteraient rien à cette histoire en tout point véridique. Et comme chacun sait, si une histoire est vraie, elle ne peut être mauvaise. Certains se permettront d'objecter que son auteur étant arabe, celle que je vais rapporter ne peut être exacte, car tous les gens de cette race sont naturellement menteurs. Mais comme ce sont aussi nos grands ennemis, on peut supposer que Sidi Ahmed est resté en dessous de la vérité, et non le contraire. Il me semble en effet qu'au lieu de s'étendre sur les mérites d'un si noble chevalier, il les a volontairement passés sous silence, ce qui est inacceptable de la part d'un historien, qui se doit d'être ponctuel, fidèle et totalement impartial. Ni l'intérêt, ni la crainte, ni la rancune, ni la passion ne peuvent l'écarter du chemin de la vérité, dont la mer et l'histoire émulent du temps.
émule du temps, dépositaire de nos actions, témoin du passé, modèle et leçon pour le présent, avertissement pour l'avenir. Je suis sûr que dans ces cahiers, on trouvera tout ce qui fait les meilleures histoires. Et s'il y manquait quelques ingrédients, ce ne peut être que la faute de ce chien d'auteur et non celle du sujet. Bref, voici comment, d'après la traduction, débutait la deuxième partie.